Bonjour, donc là aujourd'hui on va revenir sur un cas dont on a commencé à parler un peu dans les cours, qui est une personne s'est défendue lors d'une agression et a pris 12 ans de prison ferme. D'accord? On va essayer d'en parler, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé pour que la justice dise bah, toi mon gars, t'as fait de la merde, tu prends 12 ans ferme. Ok? euh, purement et strictement dans le cadre de la loi. On va pas faire de considération morale. Ok, parce que quand vous passez devant un juge, la morale, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que dit la loi. Ok, donc je vous mettrai un lien vers l'article. D'accord, vous trouverez ça assez facilement si vous tapez sur Internet. Ce sont des articles qui sont faits pour faire le buzz et vous n'apprendrez pas grand-chose et vous ne comprendrez pas ce qui s'est passé en lisant ces articles. Mais ça va vous permettre de regarder et de voir. D'accord? Faut pas oublier que tous ces gens qui font des articles, qui les postent, qui les repostent, les hommes politiques notamment, et d'autres personnes, en ont rien à foutre de vous, et notamment de ce que vous faites quand vous êtes dans la rue et que vous vous êtes agressé. Tout ce qui leur importe, c'est de faire le buzz, c'est d'être vu. Ok? Nous, on va essayer d'aller un peu plus loin. D'accord? On va essayer de se poser la question, d'essayer de comprendre les règles du jeu, de comprendre pourquoi la justice a rendu ce jugement. Ok, encore une fois, sans prendre en compte la morale. On va prendre en compte les faits, et on va prendre en compte le texte de la loi. Donc les faits. T'as un couple qui est sur sa voiture, fin de soirée, début de nuit, a priori, je sais pas l'heure exacte, et qui se fait agresser par deux personnes pour voler la voiture. Un des agresseurs est armé d'un couteau. Ok. On ne sait pas si vraiment le vol était le but de l'agression était pour voler la voiture ou si c'était parce que c'est deux bandes de cités différentes. L'article en parle, mais c'est flou. Donc nous, on va s'intéresser vraiment au vol de bagnole. Ok? Parce que c'est ce qui revient le plus souvent dans l'article, le vol du véhicule. Donc, le propriétaire du véhicule, un dénommé Pablo, c'est son nom pour l'article, bah, il se fait agresser. D'accord? Et pendant qu'il se fait agresser, il arrive à récupérer l'arme de son agresseur et à retourner l'arme contre son agresseur. Le deuxième agresseur, on sait qu'il s'occupe de la nana, mais on ne sait pas trop ce qui se passe, on le dit plus tard, il part avec les clés de la bagnole, voilà. Mais ça, c'est pas la partie qui nous intéresse. La partie qui nous intéresse, c'est Pablo, il se fait agresser, il se défend, il retourne la vapeur et il prend l'arme. Sauf que Pablo, il va faire n'importe quoi. Il va se servir de l'arme contre son agresseur. D'accord? Et il va mettre des coups de couteau. Et c'est ça qui va lui être reproché. D'accord? Parce qu'il va pas en mettre un, il va pas faire juste une coupure, il va pas taillader, il va mettre plusieurs coups de couteau. Ok? Et la personne, l'agresseur, à la suite de ces coups de couteau, elle va mourir. D'accord? Il y aura homicide. Et il y aura un médecin légiste, et le médecin légiste, il va dire, bah oui, mais l'agresseur, il a pris 5 coups de couteau. Donc quelque part, il y avait quand même une intention qui était là. On met pas 5 coups de couteau par erreur à une personne. D'accord? Donc qu'est-ce que va faire la justice? La justice, elle va commencer par interpeller le dénommé Pablo, et le travail judiciaire va commencer. Ok? Enquête, avec la police, tout ça. Tout le processus va démarrer. Alors, dans un premier temps, Pablo il va être poursuivi pour meurtre et tentative de meurtre sur la personne de son agresseur. Donc vous voyez que de agresser d'une position défensive, tout de suite on qualifie les faits, la justice qualifie les faits en meurtre et tentative de meurtre. Donc on est quand même très haut au niveau du code pénal. Hein. Plus tard, pendant le procès, l'avocat de Pablo va réussir à faire requalifier les faits en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Vous voyez, on régresse. Un peu moins grave. Ok, violence volontaire ayant entraîné la mort, mais sans intention de la donner. Et pourquoi on va dire qu'il y a violence volontaire? Parce qu'à partir du moment où vous vous battez dans la rue,
Même si au départ vous n'êtes pas volontaire, si vous engagez le combat, c'est une action volontaire. Donc si vous engagez le combat, vous pouvez pas dire je voulais pas, vous voulez, vous combattez. D'accord? Donc violence volontaire. Ayant entraîné à la mort. Bah oui, l'agresseur il est mort. Ok? Sans intention de la donner, parce que Pablo il voulait pas que son agresseur meure, il ne voulait pas que son agresseur meure, il voulait simplement se défendre. D'accord? Donc c'est sur ça que Pablo va être jugé. Ok? Et la justice ne va pas prendre en compte la légitime défense, parce qu'ils vont dire, mais la loi sur la légitime défense, article 122.5 du Code pénal, ne peut être retenue pour vous, monsieur, parce que votre réponse n'a pas été proportionnelle à l'agression. Ok? Certes, l'agresseur est venu armé. Il avait un couteau. Est-ce qu'il a menacé? Est-ce qu'il a attaqué? Ça, on ne sait pas, c'est pas précisé. Ce qu'on sait, c'est que Pablo, il n'a pas pris de coup de couteau, mais son agresseur, il en a pris 5. Vous voyez? Donc c'est bien, il s'est défendu. Peut-être il y avait une bonne technique, peut-être il y a une mauvaise technique, mais ce qui est pas bien, c'est la suite, c'est sa réponse. Parce que l'agresseur a eu 5 coups de couteau et on met pas 5 coups de couteau de manière involontaire. Vous comprenez? Et pour qu'il y ait légitime défense, il faut 3 choses. Que l'agression soit injustifiée, que la réponse soit simultanée et proportionnelle. D'accord? L'agression injustifiée, c'est-à-dire que vous n'avez pas provoqué l'agression, vous n'avez pas insulté, vous n'avez pas volé quelque chose et la personne vient vous voir. C'est ça injustifié. Ok? Riposte simultanée, c'est-à-dire que vous agressez et tout de suite vous répondez. C'est pas 1 minute, 10 minutes après, 1 heure après, le lendemain, 1 semaine. Non, c'est tout de suite. Et proportionnalité, c'est-à-dire que si l'agresseur est armé, en fonction, on peut discuter de oui ou non, je prends une arme. Ok? Pour rester toujours dans cette échelle de proportionnalité. Et si l'agresseur n'est pas armé, vous ne pouvez pas être armé. Et n'oubliez pas, moi dans mes cours, je vous dis toujours, à partir du moment où vous récupérez l'arme de l'agression, vous n'êtes plus en légitime défense parce que vous êtes armé et l'agresseur n'est plus armé. Il n'y a plus légitime défense. Et c'est exactement ce que la justice vient de faire. Elle dit, monsieur, vous avez récupéré l'arme et en plus vous l'avez utilisée contre votre agresseur et en plus il est mort. Il n'y a pas de proportionnalité. L'article 122.5 du Code pénal sur la légitime défense ne peut être retenu pour votre défense. Donc violence volontaire ayant entraîné la mort, sans intention de la donner. Ok? Et ce qui va jouer contre Pablo, c'est que Pablo, il avait des antécédents judiciaires. Ok? Antécédents judiciaires de vol et de rébellion. Bon, vol, tout le monde sait ce que c'est. Rébellion, c'est quand les forces de l'ordre viennent vous interpeller et que vous ne coopérez pas à l'arrestation. On qualifie ça de rébellion. D'accord? Donc, généralement, pour qu'il y ait ces faits-là, c'est pas monsieur tout le monde, c'est pas le père de famille, c'est qu'on a une personne qui est plutôt du côté obscur de la force et qui est plutôt du côté de la délinquance, d'accord? Forcément, avec ces mentions-là au casier judiciaire, ça joue contre lui. Donc le juge n'a pas envie d'être clément avec vous, il n'a pas envie d'aller dans votre sens. Parce qu'il va dire, putain, le mec qui vole, ok, il coopère pas avec les flics, en plus quand il se fait agresser, il y a des morts. Et il dit, ce gars-là, j'ai pas trop envie de le laisser traîner dans la rue. Ok? C'est mon interprétation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ok, il s'est fait juger, il prend 12 ans. Ok, c'est dur, il prend 12 ans ferme. Ok, parce que 12 ans de réclusion criminelle, c'est 12 ans où tu es enfermé en prison, tu sors pas. Tu perds ton boulot, tu peux perdre ta femme, tu peux perdre ta famille. La vie en prison, c'est pas drôle, hein, c'est dur. Ok. Mais si les faits étaient restés sur des faits de meurtre, comme on avait dit un peu plus haut, je vais reprendre la bonne définition. Meurtre et tentative de meurtre sur une personne, donc là en l'occurrence la personne de son agresseur. Qu'est-ce qu'il risquait? Au titre de l'article 121.5 du Code pénal, Pablo risquait 30 ans de réclusion criminelle. Et réclusion criminelle à perpétuité si le meurtre était prémédité. Donc on voit que dans le fait de la requalification des faits, il risque moins, ok? Parce que quand vous êtes sur des violences volontaires et entraîner la mort sans intention de la donner, s'il n'y a pas de circonstances aggravantes, vous prenez 15 ans. Et en fonction des circonstances aggravantes, vous changez d'article de loi, vous n'êtes plus dans le 222.7.
passez dans le 222.8, et ça joue entre 20 et 30 ans, ok, en fonction de l'appréciation des faits qui vous sont reprochés. Donc oui, il risquait 15 ans, il a pris 12, c'est dur, effectivement. Mais d'un autre côté, au départ, il risquait 30. Je sais pas si vous voyez un peu où je veux en venir. Ok, sa vie elle est détruite parce qu'il va faire 12 ans de prison ferme, perd son boulot, peut perdre sa nana. Quand il sort de prison, bah, va retrouver un boulot, va louer un logement, c'est très très compliqué. Peut-être qu'il n'arrivera pas à sortir du monde criminel, de la délinquance, on va dire. Ok, peut-être qu'il n'arrivera pas, il retombera dans la délinquance. Très très compliqué au bout de 12 ans, vous êtes hors du monde, de revenir sur le marché de l'emploi. Ok. Donc vous voyez que la justice, parfois, un peu compliquée à suivre. Hein. Ok, il a pris 12 ans, mais 5 coups de couteau. Ok. Donc on peut pas dire qu'il n'y a pas d'intention. À partir du moment où il y a 5 coups de couteau qui passent. Donc ça veut dire quoi? Posez l'ordinateur. Bah, ça veut dire que le dénommé Pablo, soit il n'était pas formé à se défendre, soit il a été mal formé. D'accord? Parce que vous avez des instructeurs de self-défense ou de sport de combat, ou de choses spécifiques comme le Kali, qui vont vous apprendre à mettre des coups de couteau, à aller chercher les points vitaux du corps humain avec un couteau. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que si l'agresseur décède et que malheureusement c'est vous qui l'avez fait, bah, d'une part vous devez vivre avec, et après il faut vous expliquer devant la justice. Et aller expliquer que c'était involontaire. Parce qu'il y a des choses qu'on fait, que je n'expliquerai pas en vidéo, on ne peut pas dire que c'est involontaire. C'est pas possible. Okay, c'est obligé que vous avez été entraîné, donc mal formé. Pour ça que moi j'insiste toujours sur le fait que vous devez comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Ok. Qu'est-ce que moi je vous apprends quand vous êtes dans mes cours? Bah déjà, si vous êtes débutant, je vous apprends à pas récupérer le couteau. On ne fait pas la technique de récupération de couteau. C'est une très belle technique qui est très bien dans le cadre du cours, mais dans la rue peut poser un problème parce que si on réfléchit pas, on peut faire n'importe quoi avec. Deuxième étape, si jamais vous venez à récupérer le couteau, je vous apprends à le cacher et à le faire disparaître. Le jeter à la poubelle, bouche d'égout, à la mer, dans un buisson, loin. Ok, ça disparaît. Ok, ça vous évite de faire n'importe quoi avec. Ok, on sort le fait d'en avoir besoin pour la suite. Pas dans le cadre d'une agression, multiples agresseurs armés. Là, c'est du 1 contre 1, il y en a un qui est armé, on récupère l'arme. Vous ne devez pas euh, faire n'importe quoi, vous devez comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites, parce que la justice ne vous fera pas de cadeau. Ok, c'est ce sur quoi j'essaye d'insister dans mes cours, hein, c'est que vous compreniez ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Ok, on n'en a rien à foutre de faire ce que fait Steven Seagal dans ses films. C'est très bien, ça fait des très beaux films. Mais n'oubliez pas que la réalité, c'est que dans la rue, vous êtes seul. Quand vous faites agresser, personne vient vous aider. Et que si vous faites n'importe quoi, bah, vous aurez en face de vous les forces de l'ordre, la justice. Et c'est rarement un bon moment à passer. Okay, un avocat pénaliste, ça coûte très cher. C'est un coût à devoir vendre sa maison si on veut essayer de sauver les meubles. Okay, posez-vous la question de est-ce que la ressource que la personne veut me voler vaut la peine de tout perdre? Vaut la peine de mettre ma vie en jeu? Là, on parle d'une voiture. C'est pas une Pagani, c'est pas une Lamborghini, c'est pas une McLaren. C'est somme toute une voiture que Monsieur et Madame tout le monde peut s'acheter, quitte à prendre un crédit. Certes, si le gars vient voler la voiture, ça fait chier parce que s'il y a un crédit, bah, c'est une perte sèche. Il faudra continuer à payer parce que les assurances ne remboursent pas forcément en cas de vol, c'est compliqué. Mais d'un autre côté, vous êtes vivant, vous avez sauvé votre intégrité physique et bah, vous perdez pas votre boulot et pas votre nana. Ok, oubliez pas, là, le gars, pour une voiture, il prend 12 ans ferme. D'accord? Pensez à tout ça, essayez de réfléchir, de dire, bon, bah, est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que machin parce que c'est hyper important dans la construction de votre défense. D'accord? C'est de comprendre un petit peu les enjeux.
Et après, dernière chose, bon, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il foutait sur ce parking-là à tel endroit, à 1 heure, à l'heure où il s'est fait agresser. Ok. Est-ce que c'était un endroit dangereux? Est-ce que c'était un endroit où les bandes se rejoignent pour se battre? Ça, c'est pas précisé, mais je vous le dis toujours, si vous pouvez préparer vos itinéraires, connaître les lieux, savoir un peu ce qui se passe dans le quartier avant d'y aller, toujours un plus. Okay, ça vous permet de mettre en place des stratégies d'évitement. Si on peut pas éviter, bah après on fait autre chose. Ça, on en parle pendant les cours. Bah voilà, j'espère que j'ai été assez clair, que je vous ai donné quelques clés de compréhension. Et puis bah, je vous dis à bientôt pendant les cours.